Bienvenue dans le 56cast, je me suis rasé la barbe aujourd'hui pour vous présenter le programme de cette semaine. D'abord, on va se demander avec nos chroniqueurs Alexis Kaufmann, bonjour, et Véronique Boukali, bonjour. Pas raser la barbe, je vous tenais à le dire. On se demandera ce que veut dire valoriser le domaine public. On parlera de la révolution des parapluies à Hong Kong, et bien sûr sous leur aspect connecté. On parlera d'un camion qui livre des pizzas dans Toy Story et dans beaucoup d'autres films. Et si on a le temps, on se demandera qu'est-ce qu'on peut faire pour le numérique à l'école dans le futur des prochaines années peut-être. Mais de quoi on ne va pas parler tout d'abord, mon cher Alexis? Eh bien, selon une étude Ipsos commandée par l'opérateur Brixtel, 17% des Français ne savent pas ce qu'est la 4G. C'est pourtant facile, c'est comme la 3G, mais ça va plus vite. En même temps, 17%, je trouve pas ça beaucoup. Moi, je sais pas. À part les gens qui suivent vachement le sujet, j'aurais pensé que ça serait plutôt du 30%. Bon, plus embêtant, 40% des abonnés en 4G ne voient pas de différence avec avant. Du coup, ceux qui avaient compris, ce qu'était que la 4G, maintenant sont tout tourneboulés. Hein? Ah oui, ils avaient compris ce que c'était, mais ils voient pas la différence. Et ben maintenant, ils savent plus ce que c'est. Ouais, pardon, j'ai un peu du mal. Je suis pas en 4G moi ce matin, je suis en 2G. Hewlett Packard se sépare en deux entreprises. Maintenant, il y en aura une pour les serveurs, le cloud et tout ce qui est professionnel. Il y en aura une autre pour les ordinateurs, les imprimantes et tout ce qui est grand public. Et au passage, ils veulent supprimer 55 000 postes parce que sinon, c'est pas drôle. Donc, ils se séparent en deux entités et de 55 000 employés. Exactement, double séparation. Microsoft a présenté mercredi dernier son prochain système d'exploitation qui succède à Windows 8. C'est donc Windows 10. Logique, et ça a inspiré cette petite blague sur Twitter. Apprends à compter avec Microsoft. 1, 2, 3, 3.1, 3.11, 95, 98, NT, ME, 2000, XP, Vista, 7, 8, 10. Non mais ils ont donné aucune explication sur la disparition du 9, c'est quand même hallucinant. Ça intéresse personne, mais moi j'ai commencé à 3.11 et je me suis arrêté à XP. Voilà, je tenais à le dire. Oui, mais j'ai juste une petite hypothèse, c'est que en fait dans le journal j'étais vachement contente, j'avais préparé un chiffre pour le journal du lendemain. Il y avait marqué en gros 9, c'est la prochaine version du système d'exploitation que Microsoft a présenté hier soir en conférence de presse. Alors normalement on n'écrit pas les news avant qu'elles se soient passées, mais là il n'y avait absolument aucun risque, quoi. C'était le prochain après Windows 8. Donc j'ai écrit que Microsoft avait présenté Windows 9. Donc je pense que c'était pour faire foirer mon chiffre et pour montrer à tout le monde que j'écris sans savoir de quoi je parle. Et ça m'énerve. Yahoo rachète MessageMe, une application de messagerie instantanée, pour la fermer. Et donc vous avez jusqu'au 7 novembre pour la pleurer. C'est une fâcheuse tendance chez Yahoo. Et sur sncf.com, c'est vachement bien, il y a une carte où on peut géolocaliser tous les trains en temps réel. Donc 10h garde au service, 11h garde au service, 15h garde au service. Ah, mauvaise langue. C'est une journée de grève aujourd'hui. Corbin, non, c'est à toi. Ah, c'est à moi. Corbin Davenport, un adolescent de 16 ans, a réussi à installer Windows 95 sur une montre connectée. Ouais, et l'intérêt, c'est j'en sais rien, mais je lui conseille pas d'ouvrir Internet Explorer 6, sinon il va faire exploser la montre, bien évidemment. Ouais, elle va bugger. Et la traditionnelle non-news dont on a lu que le titre, et on n'a rien compris. Je cite, 23h07, 2,6 kg, 47 cm. 23h14, 2,7 kg, 47,5 cm. Vous en tirerez les conclusions que vous voulez. C'est l'heure de l'actu. Alors l'actu de cette semaine et de la semaine d'avant et de la semaine d'avant, c'est la révolution des parapluies. C'est les manifestations qui se déroulent en ce moment à Hong Kong. C'est des manifestations pro-démocrates, c'est une histoire de changement de régime politique. Et ça s'appelle comme ça parce qu'à Hong Kong, les gens se promènent traditionnellement avec des parapluies. D'habitude, c'est pour se protéger du soleil. D'ailleurs, c'est peut-être pas des parapluies, mais des ombrelles, du coup. Je sais pas comment il faut traduire ça. Mais là, ils s'en servent, enfin, ils ont tous des parapluies dans les manifestations pour se protéger des gaz lacrymogènes de la police. Et donc, c'est devenu une sorte de... Le parapluie est devenu un symbole de la révolution. Et comme ça se passe énormément sur les réseaux sociaux, qu'il y a les gens postent des photos des rues qui sont absolument bondées de monde sur Twitter, sur Instagram, avec le hashtag Umbrella Revolution. Il y a des gens qui ont commencé aussi à dessiner des logos pour symboliser ça. Et donc, si on cherche notamment sur Instagram Umbrella Revolution, il y a plein de jolis travails de graphistes. En fait, ça a donné une créativité assez dingue. Alors ça, bien sûr, on ne le voit que dans les pays où les réseaux sociaux sont librement ouverts, parce que à Hong Kong, ça va. À côté, en Chine, je ne suis pas sûre qu'ils aient vu beaucoup de ces logos, puisque tous les problèmes et les remous politiques sont bloqués, les mots-clés sont filtrés. Genre, si on tape Umbrella, je pense qu'il n'y aura rien. Et donc,
les gens commencent à trouver des moyens alternatifs en fait de contourner ce qu'on appelle le grand firewall de Chine. C'est un jeu de mots avec la grande muraille de Chine. Sauf que là, c'est le grand... comment on appelle ça en français? Un firewall. Aidez-moi! Un pare-feu. Un pare-feu. Voilà, le grand pare-feu de Chine, c'est la grande muraille numérique qui censure les informations. Et donc les gens commencent à contourner ça en fait avec une nouvelle application qui marche vachement bien et qui s'appelle FireChat. Alors FireChat, ça repose sur l'idée que on n'a plus besoin d'Internet et on n'a plus besoin du réseau téléphonique pour communiquer. Donc la police peut bloquer Internet et peut complètement couper le réseau des mobiles dans un lieu donné, ça servira à rien puisque les gens se passent les informations de téléphone en téléphone. Donc ça se passe par Bluetooth en fait et ils sont connectés les uns aux autres pourvu qu'ils soient séparés de moins de 70 mètres et comme ça jusqu'à ce qu'il y ait quelqu'un qui ait du réseau et ça se passe de personne en personne. Et donc, ils peuvent pas le bloquer. Donc, ça a connu un succès dingue parce qu'il y a commencé à y avoir des rumeurs dans cette manifestation laissant entendre que le gouvernement pourrait couper Internet. Bon, alors à Hong Kong, normalement, ça devrait pas se passer, mais ça a donné un coup de fouet. Ça a vraiment fait le succès de l'appli qui, au départ, avait été imaginé pour des raisons à la con de tous les jours, du genre, on reçoit pas Internet dans le métro. Donc en fait, on fait venir Internet de personne en personne depuis la surface jusqu'à l'intérieur du métro, ou quand le réseau téléphonique est saturé, à Noël ou au Nouvel An, quand tout le monde se souhaite la bonne année, et ben on passe comme ça pour continuer à avoir du réseau. Et là, on a donc 100 000 Hongkongais qui ont téléchargé FireChat en l'espace de 24 heures. Il y avait déjà eu des coups de fouet similaires, c'est les premiers départs avait eu lieu en mars 2014, c'était le mouvement de tournesol des étudiants à Taïwan. C'est là que le réseau avait commencé à tourner. Et voilà, maintenant il suffit de continuer à l'utiliser jusqu'en Chine pour que les informations arrivent jusqu'aux personnes qui d'habitude ne les entendent pas, sauf qu'il y a un problème, c'est que les gens, ils doivent d'abord télécharger l'application pour recevoir les messages. Or, en Chine, ils n'ont aucun site sur lequel ils ont le droit de télécharger FireChat. Voilà, c'était presque une bonne nouvelle, mais c'est pas encore tout à fait au point, quoi. Ça méritait d'être souligné. D'accord. Eh ben merci. On passe à la virgule what the fuck. C'était la reprise western de Game of Thrones par Bendan Productions sur YouTube. Quartier libre. Alors cette semaine, on se demande ce qu'est la définition de la valorisation du domaine public. Voilà, on s'interroge sur ce que signifie ça veut dire valoriser le domaine public avec deux actus. La BNF qui devient éditeur et puis un financement participatif pour un grand tableau. Voilà. Alors, il y a donc le mois dernier est apparu sur les principales plateformes d'édition de livres électroniques, Amazon, Apple, iStorebook, Fnac, etc. Aussi, ouais. Eh bien, une nouvelle édition qui s'appelle BNF Collection eBook et qui se propose de commercialiser des œuvres du domaine public à des prix relativement modiques, c'est à souligner, entre 50 centimes et 3,5 € au format ePub. Alors, ce qu'il y a, c'est que ça pose un certain nombre de questions, voire de problèmes, parce qu'on n'est parfois pas très loin de ce qu'on appelle le copy fraud, qui est une exploitation abusive et monopolistique du domaine public. C'est quand on remet une couche de droit d'auteur sur une œuvre qui n'en avait plus. Voilà, ou alors on s'approprie, on a l'exploitation exclusive des œuvres. Ouais. Donc ici, plusieurs problèmes. Le premier, c'est la BNF. Alors, la BNF, c'est une bibliothèque. Alors, est-ce qu'elle tout d'un coup, elle devient éditrice? Alors, c'est pas tout à fait la BNF qui fait ça, c'est une filiale de droit privé qui s'appelle BNF Partenariat, qui, dans le cadre des partenariats publics-privés, a demandé à une société privée de faire les e-books au format ePub et de les commercialiser. Donc, un montage financier assez complexe et pas toujours simple d'ailleurs à appréhender. Donc ça, c'est la première question. C'est, tiens, la BNF se retrouve comme ça à éditer sur ces plateformes. Autre question, c'est Gallica. Donc Gallica, c'est la bibliothèque numérique de la BNF, dont on a parlé l'année dernière parce qu'on avait
on avait évoqué la joyeuse communauté des Gallicanotes. Des Gallicanotes, voilà. Alors, la question, c'est que devient Gallica dans cette histoire? Parce que Gallica met à disposition la numérisation des très très nombreuses des livres en format texte, et elle avait commencé aussi à proposer le format EPUB. Plusieurs milliers d'ailleurs de formats EPUB. Là, cette édition avec la BNF partenariat, les EPUB, c'est pour Amazon, c'est pour la FNAC, etc. Donc, petit problème. Et le collectif Savoir Commun s'interroge dans un article justement sur est-ce qu'il n'y aurait pas tout d'un coup une mise à disposition à deux vitesses, le texte gratuit pour tout le monde, et l'EPUB payant, réservé à ceux qui peuvent payer, quand bien même ce ne serait pas exorbitant le prix dont on doit s'acquitter. Et qu'est-ce qu'il a de plus, l'EPUB d'ailleurs? C'est là toute la question d'ailleurs. L'EPUB d'abord, c'est le format standard aujourd'hui pour lire dans les liseuses, tablettes, etc. Et puis il y a un autre problème, c'est que quand ça passe par exemple à la FNAC rajoute automatiquement des DRM. Et les DRM, on sait que ça va à l'encontre des droits fondamentaux du lecteur, donc là aussi, petit problème mentionné par le collectif Savoir Commun. Dernier problème, c'est la question de l'édition. C'est-à-dire, on nous promet une édition de qualité, donc dans le communiqué de presse, la BNF dit une édition de qualité. Moi, j'ai téléchargé, j'en ai acheté un, j'ai regardé, pas de préface, pas de notes, pas d'illustration, donc travail d'éditeur faible. Et puis, dernière question, plus important encore que la qualité de l'édition, c'est la BNF, qui est une bibliothèque, tout d'un coup se transforme en éditeur. Donc il y a une espèce de confusion entre les missions et les objectifs d'une bibliothèque publique et d'un éditeur. Et on est allé rencontrer, Véronique et moi, Hervé Lecronier, enseignant-chercheur, brillant enseignant-chercheur à l'université de Caen, qui est également, qui a travaillé, qui a été conservateur à la bibliothèque et qui est également éditeur, donc il sait de quoi il parle. Et d'ailleurs, c'est un des acteurs majeurs de la promotion et la diffusion du domaine public en France et également de la question émergente des biens communs. On l'écoute. Mon problème, c'est qu'il y a un mélange des genres. Il y a un mélange des genres entre ce qui est de l'ordre d'une bibliothèque et ce qui est de l'ordre de l'édition. Une bibliothèque, elle est là pour fournir, gratuitement quand c'est possible, mais j'en fais pas le point principal. Elle est là pour fournir l'ensemble des informations qu'elle peut obtenir à tout lecteur qui va en faire la demande. Un éditeur est là pour sélectionner, il est là pour promouvoir certaines des œuvres qu'il va estimer les plus adaptées à l'époque, à son marché, à son public. Qu'est-ce que ça veut dire valoriser le domaine public? Est-ce que c'est lui donner une valeur monétaire ou faire en sorte qu'il soit utilisé par le plus grand nombre, connu par le maximum de gens? Jusqu'à présent, le ministère de la Culture a publié un excellent rapport qui était dirigé par Bruno Horry-Lavolée, qui explique que valoriser le domaine public, valoriser le patrimoine, c'est faire en sorte que les gens s'en servent et qu'ils le connaissent. Les œuvres appartiennent au domaine public. Elles sont gérées par les bibliothèques au titre de la puissance publique pour être rendues disponibles à tous les lecteurs. Les lecteurs d'aujourd'hui, ils veulent agir. Ce ne sont plus seulement des lecteurs passifs qui achètent un livre et qui se mettent dans leur canapé pour le finir. Ils ont souvent envie eux-mêmes de le faire circuler, de le valoriser, de faire un booktube, de faire enfin toute une série d'activités autour de ce livre et éventuellement pour un certain nombre de le rééditer eux-mêmes. C'est-à-dire de prendre une version brute et de faire une correction orthotypographique, de choisir la typographie la plus actuelle, de rajouter une préface, des notes, des commentaires et de le redistribuer sous ce format-là. Voilà, le lecteur d'aujourd'hui, il veut agir, nous dit Hervé Lecronier, et partager, et puis pour un certain nombre d'entre eux, rééditer. Et c'est exactement ce que nous propose l'artiste plasticienne Arantel, dans un projet que je vais vous présenter maintenant. Alors, elle a trouvé, entre guillemets, on ne trouve jamais par hasard quand c'est intéressant, elle a trouvé un vieux livre qui était un recueil de lettres d'un soldat de la Première Guerre mondiale. Et elle a décidé de les publier sur un site, une par une, et exactement 100 ans plus tard. Mais exactement 100 ans plus tard, c'est-à-dire que la première lettre, elle a été publiée cet été, le 5 août 2014, parce que la première lettre de ce lieutenant qui s'appelle Marcel Eteve, qui l'a écrite le 5 août 1914, sachant que la mobilisation générale, c'était le 2 août 1914, et le 3 août, c'était la déclaration de la guerre de l'Allemagne à la France. Donc on est vraiment dans les tout débuts. Et on garde cette temporalité-là, donc on sait pas quand est-ce que ça va se terminer. On pense que au moins on va aller jusqu'en 2017 ou 2018, si ce lieutenant n'est pas mort au front. Et elle propose ça sur un Tumblr, sur un site, en y apportant, en l'enrichissant par ses dessins, mais aussi
par des informations sur les lieux visités, évidemment tout un travail autour sur les réseaux sociaux, on voit la carte où ils se déplacent, etc. etc. On est aussi allé la rencontrer et on vous présente son travail très rapidement dans le petit clip qui suit. Voilà, donc voilà ces dessins qui illustrent. Là on est au tout début, pour l'instant Marcel et TV il se trouve en garnison près de Toulouse. Alors là on voit les cartouches qui servent juste à écraser les punaises qui sont autour de son lit. Et voilà, il est anxieux, il est dans une garnison, il n'est pas encore au front. C'est un livre, c'est cette petite édition qui est sortie il y a bien longtemps, qui compile les lettres d'un soldat de 14-18 qu'il envoyait principalement à sa mère. Comme ces lettres datent de la Grande Guerre, elles sont depuis tombées dans le domaine public. Et j'ai donc décidé de me les réapproprier pour ce projet. 100 ans après, les gens peuvent recevoir les lettres en s'abonnant donc soit au blog, soit par la page Facebook en recevant les alertes, sur Twitter, par mail. Donc j'ai vraiment fait en sorte qu'il y ait le plus de moyens possible pour les recevoir les lettres comme si elles leur étaient adressées. Donc il y a juste les lettres de Marcel et TV, donc on n'a pas les lettres de réponse. Donc les gens sont dans une posture vraiment de correspondant et attendent vraiment les lettres, les nouvelles de Marcel et TV au front et avec la temporalité de la guerre. C'est vraiment ce qui m'intéresse sur ce projet-là, de pouvoir attendre plutôt que d'avoir le livre en entier et de pouvoir le lire en une fois en fait. Voilà, donc il y a des informations complémentaires, la carte, et donc pour recevoir vous aussi les lettres de Marcel et TV, rendez-vous sur le Tumblr Lettres d'un combattant, vous tapez Lettres d'un combattant sur un moteur de recherche et vous tombez dessus et vous pouvez suivre son travail et grand suspense, on ne sait pas quand est-ce que ça va se terminer. C'est cool. Voilà. J'adore les trucs qui recréent comme ça l'histoire. Voilà. On remix, on enrichit le domaine public. Date anniversaire. Et c'est le domaine public qui permet ça, d'ailleurs. Exactement. Voilà. Donc une autre actu concernant toujours le domaine public, mais cette fois sur la peinture. Et là, qu'est-ce qui fait l'actualité? Un très grand tableau de Courbet, aussi bien grand par sa taille, parce qu'il y a quand même 22 mètres carrés de toile peinte, que par son importance artistique. C'est le fameux Atelier du peintre de Courbet. Alors le titre est assez à rallonge. L'Atelier du peintre, allégorie réelle, déterminant une phase de 7 années de ma vie artistique et morale. Donc voilà, ce tableau se présente un peu comme une énigme. On voit il est grand dans son ego aussi. Il est grand, ah oui, parce que, et d'ailleurs, dans ce tableau, il est au centre, lui-même, il est en train de peindre un paysage, et il y a plein de personnages assez mystérieux autour de lui, dont Baudelaire, qu'on reconnaît très bien dans le coin, mais on a beaucoup de mal à interpréter ce tableau. Alors, pourquoi il fait l'actu? Parce que le musée d'Orsay, où le tableau est exposé, a décidé de restaurer ce tableau, mais c'est une vaste entreprise parce que il faut savoir que tout ça, ça va coûter 600 000 €, ce qui est quand même assez énorme. On se rend pas compte que tout ça, ça implique énormément de gens et notamment beaucoup de scientifiques. Et il y a une petite originalité qui nous plaît bien, c'est que une partie de ce financement provient d'une plateforme par crowdfunding. Voilà, c'est ça. Et combien exactement? Et ben c'est 30 000 €. Et pour le moment, là, je suis allée regarder, ils ont déjà récolté 20 000 €, ce qui est quand même pas mal. Et donc, il y a une petite vidéo où voilà, le musée d'Orsay présente cette restauration. L'Atelier du peintre est une toile monumentale qui est un des grands chefs-d'œuvre du musée d'Orsay. C'est un tableau qui a été peint par Courbet en vue de le présenter à l'exposition universelle de 1855, mais le tableau a été refusé par le jury en raison de sa très grande taille. Ce tableau a connu une histoire un petit peu mouvementée. Il a été conservé roulé dans l'atelier de Courbet, mais il a été déroulé, réenroulé à plusieurs reprises parce qu'il a été exposé à Bordeaux, puis à Vienne en Autriche, et ensuite il est passé dans différentes collections, et à chaque fois donc ce tableau a subi des manipulations, des transports qui ont progressivement altéré son état de conservation. Voilà. Mais si on va sur la page Ulule, donc de la plateforme de crowdfunding, si on regarde bien, il y a l'image du tableau et en dessous de l'image, il y a un petit paragraphe portant sur les crédits photographiques de cette image. Et là, il y a un petit copyright suivi du RMN, donc la Réunion des musées nationaux, et du nom du photographe. Donc nous, on trouve ça plutôt chouette que chaque citoyen puisse participer comme ça activement et de façon ciblée à la valorisation du patrimoine.
Sauf que, et c'est d'ailleurs Hervé Le Cronier, toujours lui, qui a noté cette petite particularité, on offre différentes contreparties pour le financement. Ça peut être son nom dans la salle où sera exposé le tableau, parce qu'en fait, on peut suivre l'évolution de la restauration, il sera régulièrement exposé. On peut aussi bénéficier d'une visite et puis d'une analyse par un spécialiste du tableau. Mais il n'y a pas la contrepartie que nous, on aimerait bien voir figurer, à savoir laisser la reproduction, une bonne reproduction du tableau, libre d'accès et libre d'utilisation sur Internet. Ouais, parce que Courbet Courbet est dans le domaine public, son tableau également, et donc déjà il ne devrait pas y avoir de copyright en dessous de la photo. La photo devrait rester dans le domaine public. C'est l'éternelle question de est-ce que la photo amène un regard artistique sur... Et là non, puisque c'est une reproduction fidèle et 2D, ouais. et nous on milite pour que toute numérisation du domaine public reste dans le domaine public. Et là donc, Orsay nous rappelle qu'il ne joue pas le jeu. Et bah oui, il joue pas tout à fait le jeu parce que on sait que dans le musée d'Orsay, la photographie est interdite. Voilà. Et on trouve ça aussi un petit peu dommage, et on n'est pas les seuls, parce qu'il y a un collectif qui s'appelle Orsay Commons, qui a décidé il y a quelques années de faire un coup d'éclat. Ils se sont tous donné rendez-vous au même moment au musée, avec tous un appareil photo, et ils ont pris des photos en même temps, de façon à submerger l'équipe de sécurité qui ne pouvait plus les gérer. Donc on a une petite trace vidéo. C'est du trolling du musée. Exactement. Alors voilà, on les voit, ils sont tous en train de photographier. Ça ne s'est pas très bien passé. Voilà, tout ceci est interdit. Et évidemment, on voit l'enseigne en grand, interdiction de photographier. Ils ne sont pas privés pour photographier cette enseigne, faire une belle photo de groupe. Et donc ils ont été instamment priés de quitter le musée. Voilà, l'événement n'a pas duré très longtemps. Mais ils recommencent régulièrement, c'est ça? J'avais vu qu'il y avait eu plusieurs... Ou alors ils voulaient recommencer mais ils ne l'ont pas fait, je ne sais pas, j'ai pas suivi le... En tout cas, cette opération était pas mal médiatisée et c'était une petite épine dans le pied de la direction du musée d'Orsay. Parce que ce qui est choquant, c'est que le musée d'Orsay a principalement des œuvres du domaine public, donc devrait autoriser la photographie, puisqu'on a le droit et que c'est dans le domaine public. Ce qui n'est pas le cas. Tu n'achètes pas la carte postale dans la boutique en voilà le problème. Exactement. Voilà, un des problèmes. Sauf que nous, on a trouvé un musée à Amsterdam qui serait le bon exemple à suivre. Donc il s'appelle, attention, le Rijksmuseum, voilà, qui veut dire littéralement le musée d'État, qui a un fonds extrêmement riche. Et eux, au contraire, ils ont mis à disposition sur une très belle plateforme plein de tableaux numérisés en bonne qualité. Donc voilà. En très bonne qualité. En très bonne qualité. Et en plus de ça, cette plateforme permet de remixer, mashuper très facilement. Donc on a une petite vidéo de démonstration où on voit ce que peut donner cette plateforme. Alors c'est en hollandais, mais on comprend bien. Voilà. Donc c'est le Rich Studio. Oui, ça c'est le nom de la plateforme. Voilà. On peut liker déjà. Il y a un moteur de recherche. Et là, il va tomber sur un tableau de Bartholomeus van der Heist. C'est terrible. Et donc, ce charmant jeune homme est le fils du maire d'Amsterdam au XVIIe siècle. Voilà. Et on voit à quel point il y a plein de petites options, aussi bien pour télécharger le tableau que pour le modifier. Et le partager sur les réseaux sociaux. Ça faire un avatar sur Twitter. Alors, c'est pas tout à fait ça qu'on va en faire, mais on peut. On a le droit de tout faire. Et on va voir ce qui en sortira. Donc voilà, là on partage. Ah, let's make un. Ça doit vouloir dire... allons-y, agissons. Allons m'achoper peut-être. Créons. Oula. Ah ben on a le droit. On est autorisé. Voilà. Et ça donne... Une sorte de thé d'oreiller. C'est un pouf, non? J'aurais plus vu ça comme un gros oreiller. Je crois que c'est la version pouf coussin. Ah, c'est peut-être la version pouf. Le mystère subsiste, toujours est-il que voilà, on a le droit de remixer. Et en plus, on le rebaptise, ça devient Fatboy. Ouais. Donc tout ça, c'est permis par le domaine public, justement. Et pour finir, on a un autre exemple de ce qui a pu être fait grâce à cette plateforme. Là, c'est un artiste allemand qui a fait une sorte de montage avec 211 tableaux et gravures, le tout en musique. Alors, on va voir ce que ça donne. Il a fait une sorte de clip. Avec les œuvres du musée. Avec les œuvres toujours du musée. Et grâce à la plateforme. Ah, c'est gros.
disais, le lecteur d'aujourd'hui veut agir, et c'est pareil pour le visiteur du musée en fait. Et donc c'est caractéristique de ce que l'on peut faire aujourd'hui et ce désir de création qui émerge avec Internet et les nouvelles technologies. This is not a game for broken hearts played by a lonely band. We both got so much to lose, but here in your arms, it's here. I'd wait for you now, but not forever. Sacré. Ça, super bien. ouais. J'ai pas cité l'artiste, il s'appelle Christian Borstlap. Voilà, il n'y a que des noms difficiles à dire aujourd'hui. C'était très bien. Eh bien, merci Véronique Boucali, Alexis Kaufmann de Romaine Lubric. J'ai oublié de rappeler le nom du site tout à l'heure. On va vite fait faire un potager du web et après on n'aura pas le temps de parler d'éducation numérique. C'est pas grave, c'était pas intéressant. Souvenez-vous, le 10 septembre, c'était le premier podcast de cette nouvelle saison et on avait fait le potager du web sur A113, qui était une mystérieuse inscription qui est dans tous les films Pixar et d'autres, et qui en fait est une référence à la salle de classe dans laquelle avaient étudié les animateurs des films d'animation. Donc une sorte d'hommage à leurs études. Et alors il y a un autre élément qui fait des caméos dans à peu près tous les films Pixar, c'est le camion des pizzas, le Pizza Planet Truck, donc ça vient de Toy Story. C'était comme ça dans Toy Story. Avec une fusée sur le toit. Une camionnette jaune et blanche. Toujours un peu sale. Voilà, ça c'était dans Toy Story. Et qui on voit dans Wall-E, quand Eve, enfin Ivy, cherche une trace de vie dans le gros tas de déchets avec son laser, on voit un camion jaune et blanc un peu sale avec une fusée sur le toit. Ce sont des photos, c'est pas la peine de regarder à droite, tu la verras pas. Qui on voit dans Le Monde de Nemo quand les poissons imaginent un plan d'évasion de l'aquarium, un camion avec une fusée sur le toit. Qui on voit dans Monstres et compagnie à gauche de la caravane dans la nuit. Toujours le Pizza Planet Truck. Alors parfois il faut avoir vraiment l'œil, faut faire, je pense que les gens ils font pause sur absolument toutes les images du film et après ils zooment pour le trouver parce que je vois pas comment ils ont pu voir dans un plan qui fait une demi-seconde dans Rebelle une sorcière qui sculpte un camion de Pizza Planet dans sa cabane dans la forêt, ou alors dans Là-haut, le film avec les ballons et la maison dans le ciel, c'est planqué dans un tout petit coin quand on voit la ville du dessus, enfin bon bref. C'est devenu un personnage à part entière en fait, on le retrouve dans tous les films comme beaucoup d'éléments en fait chez Pixar, mais on les fera peut-être pas tous. Et bien sûr, chez les fans de Pixar, on a trouvé un gros geek de la mécanique qui a refait le camion en vrai, avec des vraies pièces. De carrosserie, une vraie voiture quoi, pas seulement un Lego. And using our skills to modify a 1988 Toyota pickup to resemble a real-life Pizza Planet truck. The past 2 years have been a crazy ride, and I'm not just talking about our truck. We have gotten to share our work with Pixar fans young and old, and even had the chance to show the truck around Pixar Studios in Emeryville, California. Ils sont fous ces gens. Ça a dû leur prendre 6 mois de leur vie, mais bon, en échange, ils ont été invités à Pixar, donc si ça leur fait plaisir, tant mieux. Voilà, si on avait eu le temps, donc on aurait parlé juste des propositions du Conseil national du numérique qui veut faire du numérique à l'école et qui propose notamment une nouvelle filière générale, humanité numérique, donc HN au bac. Donc on a S, L, ES et HN maintenant. Enfin, selon ce qu'ils voudraient. Et puis, ils voudraient aussi qu'on apprenne à coder et puis que l'option numérique au lycée, ça soit pas que pour les S, parce que c'est vrai que c'est dégueulasse, c'est que ce soit pour tout le monde. C'est pas franchement une mauvaise idée. Ouais. Non, c'est très intéressant. J'ai participé à la relecture et il y a beaucoup de pistes à explorer. C'est surtout pour ouvrir le débat. Hein. Par exemple, la création de ce bac, évidemment, ça fait un peu hurler dans les chaumières traditionnelles de l'éducation nationale, mais voilà. Oui, mais au moins ça fait parler, on en parle. Parce que c'est vrai que c'est le gouvernement qui réclame qu'on fasse des contributions sur le numérique en ce moment. Qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus moderne et de plus numérique ? Par exemple, ça. Mais on en reparlera, ça, du grand mouvement de contribution demandé par le gouvernement, dont l'éducation, quand on aura un peu plus le temps. Voilà, c'est fini, on va regarder des poils maintenant. Vous avez sans doute dû la voir parce qu'elle a fait 45 millions de vues, j'exagère à peine, sur YouTube. Ça s'appelle Assassin's Kittens Unity et donc c'est un remix du prochain Assassin's Creed avec des petits chatons par Monsieur TVKO sur YouTube.
Celui-là, il est génial. Voilà, c'est vachement bien fait. À la semaine prochaine. Au revoir.